Bonjour et bienvenue sur Vision d'Aigle, la chaîne qui a pour devise apprendre à voir d'en haut, voir plus large, au-delà des événements, au-delà des contingences et des conjonctures. Je suis Jean Bosco Ezan. Dans la dernière vidéo, nous avons interprété la crise diplomatique française en Afrique sous un angle rhétorique à partir du discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler du discours de Basselma Bazié, ministre burkinabé de la fonction publique, prononcé à l'ONU en septembre 2023. Ce discours aux allures de diatribe résume probablement le mieux la crise actuelle de la diplomatie française en Afrique. Empruntant à Aimé Césaire sa célèbre citation « Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France », M. Basselma identifie ces malheurs aux pratiques de la politique française datant de l'époque coloniale, mais qui ont toujours cours en Afrique. De quoi s'agit-il? Alors, le discours parle évidemment de nombreuses choses, mais il rend hommage aux grands leaders panafricains qui ont incarné les combats de la liberté. En dehors de l'Afrique, il cite aussi des leaders comme Fidel Castro. Il dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale sur la dissonance qu'il y a entre les discours et les faits. Il dénonce les interventions sélectives en Libye, en Ukraine, un peu partout. Et il dénonce aussi les sanctions injustes qui sont infligées de façon cynique à son pays et à d'autres. Vous voyez, ça concerne un peu de façon générale l'ONU, et ensuite ça va l'amener à demander une réforme de l'ONU pour sa paralysie, ses inégalités. Il dit que par exemple l'ONU attribue 34 milliards de dollars au développement de l'Afrique quand il en donne 160 milliards à l'Occident. Dans ce discours, ce qui nous intéresse, puisque c'est la crise diplomatique française qui nous intéresse, on va donc s'intéresser à ce qu'il dit spécifiquement de la France. Il reproche quatre choses à la France. La première chose, c'est d'abord le comportement des présidents français à l'égard de l'Afrique. Il commence d'abord par Nicolas Sarkozy, le rôle que Nicolas Sarkozy a joué dans la déstabilisation de la Libye. Et à l'égard de Macron, il reproche l'attitude condescendante. La deuxième chose, ce sont des contrats léonins ou des partenariats déséquilibrés qui donnent à la partie française presque tous les droits qui leur permettent finalement de piller les ressources d'Afrique, de contrôler les marchés publics en Afrique et d'avoir l'exclusivité de la formation des officiers militaires des États africains francophones. Et la violation du droit international. Là, à propos du droit international, il se réfère au fait que le Niger après le putsch, avait expulsé l'ambassade de France au Niger, et que Paris avait opposé un refus sous prétexte que Paris reconnaissait toujours le président Bazoum qui avait été destitué. Voilà, le quatrième reproche, c'est le pillage des ressources qui, d'après lui, cache souvent les vraies raisons, les vraies ambitions de la France, les vrais objectifs de la France derrière les objectifs de lutte contre le terrorisme. Alors, on peut toujours se demander des accusations aussi graves comme le pillage des ressources, les prétextes, le terrorisme comme prétexte de pillage, et les conflits militaires. Finalement, on se dit, mais d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'il affirme des choses aussi graves? Alors, il faut y resituer le contexte, parce que on sait que la présence militaire étrangère dans la région du Sahel se justifiait par la présence du terrorisme. La communauté internationale devait endiguer la menace terroriste. Alors, ce qu'il dit, c'est que malgré les moyens, malgré la présence militaire étrangère dans le Sahel, ces militaires n'ont pas réussi à endiguer la menace terroriste. Que fallait-il faire? Ils ont pris leurs engagements, ils ont pris leurs responsabilités. Les pays du Sahel, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ils se sont organisés pour mobiliser leur population. Ils se sont constitués en volontaires pour la défense de la patrie, pour lutter et faire ce que la communauté internationale n'arrivait pas à faire toute seule. Alors, c'est à partir de là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les populations se montrent volontaires pour défendre leur patrie, et que l'armée étrangère, la raison d'être de l'armée étrangère dans ces régions, c'était aussi pour lutter contre le terrorisme, on aurait pu imaginer qu'il y a une sorte de solidarité ou de complémentarité entre les deux. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes vont constater qu'ils ont
fait une commande des équipements de défense, ces équipements vont être bloqués, comme si on voulait les empêcher justement de se donner des moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme et protéger leur population. Donc, à partir de ce moment, à partir du moment où il n'y a pas de solidarité, de complémentarité de forces locales et des forces internationales, à partir du moment où les équipements qui sont bloqués par les pays qui sont victimes de terrorisme, sans trop comprendre pourquoi ces équipements sont bloqués, il arrive à déduire que cette armée militaire, cette armée internationale qui est présente dans leur région, elle n'est pas là pour lutter contre le terrorisme, elle n'est pas là pour protéger les populations, mais plutôt pour piller le bien. Il en veut pour preuve le fait que ces groupes terroristes, ils ont des moyens bien plus dérisoires par rapport aux équipements de l'armée internationale. Et ensuite, il dit comment ils font pour être entraînés, pour résister à une armée régulière, comment ils font pour être armés, alors que eux qui représentent l'État, ils n'arrivent pas à avoir des équipements. Donc sa conclusion est sans ambiguïté, la présence militaire dans la zone du Sahel se justifie par le fait qu'elle a des soutiens et des complicités avec l'armée étrangère. Ça, c'est sa conclusion. Et à partir de cette conclusion, il va se dire, puisque la politique internationale est telle que lorsqu'il parle de terrorisme, mais derrière, il s'agit plutôt d'exploitation des richesses, d'hypocrisie, alors il appelle les pays africains à se rebeller et à prendre leur destin en main. À commencer d'abord par leur propre exemple. Les pays du Sahel, ils se sont constitués en une organisation appelée AES, c'est-à-dire Alliance des États du Sahel, pour assurer eux-mêmes leur propre défense plutôt que d'attendre que la défense vienne d'ailleurs. Deuxième mesure pour que les pays africains soient souverains, c'est justement avoir la capacité de pouvoir signer des accords avec qui on veut. Qu'il s'appelle la Russie, qu'il s'appelle l'Iran, qu'il s'appelle la Turquie, qu'il s'appelle Cuba. Et je pense qu'il fait exprès ici de choisir des noms qui sonnent à l'oreille d'un occidental comme des pays pas très fréquentables. Il le fait justement, il dit la souveraineté ira jusque-là. Mais là où c'est vraiment très important et là où c'est la mesure de représailles qui représente un peu vraiment le casus belli de cette confrontation entre la France et les pays africains qui sont en conflit avec elle, c'est vraiment le fait que M. Basselman appelle à rompre les accords coloniaux. Dans ces accords coloniaux, il y a les dettes coloniales, hein, on ne le dira jamais assez, les pays africains qui ont accédé aux indépendances avaient hérité des dettes qu'ils n'avaient pas librement, souverainement consenties, et ces dettes ont empêché et continuent d'empêcher le développement des États africains. Donc, il n'est pas le premier, son compatriote Thomas Sankara avait déjà appelé les pays africains à ne plus continuer à payer ces dettes, qui sont des dettes injustes comme on dit. Ensuite, le franc CFA, dont on va parler tout à l'heure, donc qui fait aussi partie des accords qu'il faut rompre. Et ensuite, le dernier, c'est les privilèges accordés aux entreprises françaises, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait que les entreprises françaises soient prioritaires en cas de marché public des États francophones et que la France ait aussi l'exclusivité de la formation des officiers des États d'Afrique francophone. Résumons le message de M. Basselman. Si on avait à le résumer, on dirait le discours de Basselman, c'est un seul mot, c'est la souveraineté. La souveraineté politique, on l'a vu tout à l'heure, hein, quitte à coopérer avec l'Iran, le Cuba, peu importe, c'est ça aussi le prix de la souveraineté. Les États africains veulent être souverains, pouvoir coopérer avec qui ils veulent sans avoir à demander des intermédiaires, des autorisations de la part de Paris. En sachant que dans la dernière vidéo, on avait vu que dans le projet que De Gaulle avait proposé aux Africains en 1958, il y avait l'idée que la France gardait le contrôle des relations extérieures de tous les États anciennement colonisés par la France. Donc le fait de remettre en cause le fait de revendiquer la souveraineté dans ce domaine-là est une remise en cause clairement des dispositions qu'avait proposées le général de Gaulle. Donc souveraineté politique, souveraineté militaire et territoriale aussi, puisque la constitution de l'AES, donc Alliance des États du Sahel, consiste précisément à mutualiser leurs forces pour protéger leur territoire et ne pas laisser cette mission souveraine des États à une armée internationale. Donc souveraineté militaire et territoriale et souveraineté des ressources naturelles. On a bien vu, hein, comme il dit que les guerres, au final, la présence militaire dans le Sahel
n'est pas en lien avec le terrorisme, mais même plutôt avec les ressources naturelles. Il appelle les pays africains à être maîtres de leur destin en gérant eux-mêmes, en essayant de maîtriser les ressources naturelles. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, hein, la mesure de représailles est vraiment symbolique, c'était souveraineté économique et monétaire en rapport avec le CFA. Donc, c'est là où il concentre vraiment ses plus grosses, ses plus grandes attaques en montrant que le CFA est une propriété française et pas africaine. Donc, la France loue sa monnaie aux États africains et si les États africains veulent être souverains, il faut qu'ils renoncent à cette monnaie-là. Toute la question ici, c'est de se dire, est-ce que parmi toutes les critiques que formule M. Solma Bazier à l'égard de la France, est-ce que c'est inventé? Est-ce que c'est disproportionné? Est-ce que c'est... Voilà. On peut se poser beaucoup de questions par rapport à ces attaques. Mais il faut savoir que à propos de la souveraineté économique et monétaire, M. Bassolma Bazier n'est absolument pas du tout le premier à critiquer la monnaie, le CFA. Donc, il faut savoir que au cours de ces dernières années, la France a été souvent attaquée sur ces sujets de la part des pays européens, même comme l'Italie. Hein. Donc, il y a le cas de Giorgia Meloni, président du Conseil italien. Avant elle, il y avait Matteo Salvini et Luigi Di Maio, et qui avaient eux aussi, en leur temps, attaqué la France en l'accusant d'appauvrir l'Afrique par le biais du franc CFA qu'elle imprimait pour tous ces États. Et ensuite, pas seulement à l'étranger, la France n'est pas seulement attaquée par l'Italie et les pays étrangers, mais en France, on a eu aussi le sénateur Pierre Laurent qui avait interpellé le ministre de l'économie en lui demandant quelles sont les conditions qui accompagnaient le dépôt des stocks d'or à la Banque de France des certains États, de certaines banques centrales de l'Afrique, notamment la BCEAO, donc la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez donc, quand les critiques fusent de toutes parts, c'est qu'il y a bien un problème quelque part. Et du coup, la question, c'est de se dire, qu'est-ce qui pose problème? Quel est le problème qui se pose ici? Alors, et pour moi, à défaut d'avoir un économiste sous la main, je me suis posé la question de savoir, puisque le franc CFA, tout l'argument qui a souvent été servi à propos du franc CFA et sa parité avec l'euro, c'était que l'euro assurait au franc CFA une sorte de protection contre les fluctuations dont on lui a donné un taux de change fixe. Et le deuxième argument qu'on utilisait, enfin qui est souvent utilisé, c'est le fait que le CFA, pardon, l'euro assurait au CFA une certaine résistance contre l'inflation. Alors, si tous ces arguments ne comptent plus, qu'est-ce qui est en jeu dans la demande des États africains qui remettent en cause le CFA? Qu'est-ce qui est en jeu? Alors, écoutons, moi j'ai posé la question à l'intelligence artificielle qui va nous répondre. Écoutons bien. Voici quelques raisons pour lesquelles certains pays africains demandent à changer le franc CFA malgré sa parité fixe avec l'euro et sa stabilité supposée. 1. Question de souveraineté monétaire. Certains pays estiment que cette dépendance entrave le développement économique et la souveraineté politique des pays membres. En plus des questions monétaires, certains pays africains demandent des réformes plus larges dans le cadre de leurs relations économiques avec la France, notamment en ce qui concerne le commerce, l'aide au développement et les investissements. En résumé, bien que le franc CFA offre une certaine stabilité grâce à sa parité fixe avec l'euro, certains pays africains estiment qu'ils limitent leur souveraineté monétaire et économique. Cela a conduit à des appels en faveur de réformes et même à des demandes de remplacement du franc CFA par une monnaie régionale africaine sous contrôle africain. Tout ceci donne malheureusement raison à M. Bassolma Bazier. Non seulement à propos de la monnaie du CFA, mais aussi à propos des ressources naturelles. Car, d'après M. Bassolma Bazier, l'Afrique pèse lourd sur le marché des réserves minérales. Par exemple, il dit l'Afrique représente 30% des réserves minérales mondiales, 40% des réserves d'or. Et ce n'est pas tout. L'Afrique, c'est aussi 33% de réserves de diamants, 80% de réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, et l'Afrique, c'est aussi 55% des réserves de l'uranium.
Alors, il paraît donc inadmissible qu'un continent qui regorge de tant de ressources naturelles soit aussi celui d'où partent les plus grands flux d'immigrés en recherche d'emploi vers les pays du Nord. Voyez, si l'on prend par exemple le seul cas des réserves d'or, le contraste entre l'Afrique et l'Occident résume bien le fait que l'Afrique ne profite pas assez de ses ressources naturelles et n'en maîtrise même pas suffisamment les techniques de cette transformation. Vous prenez par exemple le top 10 des pays avec les plus grosses réserves d'or en Occident. Vous avez les États-Unis qui viennent en tête avec 8133 tonnes d'or, suivi de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de la France, devant la Chine et la Russie. Et le dernier de ces top 10 étant les Pays-Bas avec 612 tonnes d'or. Alors si vous prenez le top 10 des pays africains, donc avec leurs réserves d'or, vous allez voir que l'Algérie vient en tête avec 174 tonnes d'or contre le Mozambique, enfin avec le Mozambique en dernier avec près de 4 tonnes d'or. Mais si vous prenez le premier de l'Afrique, donc l'Algérie, qui a 174 tonnes d'or, contre le dernier du top 10 des pays occidentaux, qui sont les Pays-Bas, qui ont 612 tonnes. Donc, plus de 3 fois plus que l'Algérie qui vient en tête. Il paraît donc assez compréhensible la révolte des pays africains qui considèrent que leur continent est celui qui détient la plus grosse réserve d'or, mais qui au final, dans le classement des réserves, se retrouve très loin. Très loin. Et ce qui est vrai pour les réserves d'or l'est pour toutes les autres matières, pour tous les autres secteurs de l'économie. On peut donc comprendre que, à moins d'être de mauvaise foi, tout Africain francophone se reconnaîtra aisément dans le discours de M. Bassolma Bazier. Cependant, on ne peut s'empêcher de ressentir comme des regrets. Quels sont ces regrets? Vous voyez, d'un côté, je pense que c'est vraiment intéressant de bien affirmer que on est tout à fait d'accord à 100% avec M. Bassolma Bazier, lui et tous ceux qui défendent les intérêts de l'Afrique en ces termes-là. Par rapport aux accords léonins, question de souveraineté des pays africains, on est à 100% d'accord avec lui. La seule chose que nous avons le devoir en même temps de regretter, puisque c'est l'objectif de cette chaîne, c'est aussi de se dire il y a quelque chose de regrettable dans cette relation entre la France et l'Afrique qui n'est pas lié au discours de M. Bassolma, mais qui est plus lié au contexte général des relations entre la France et l'Afrique. Quel est ce regret? Le premier, c'est que l'Afrique et la France se brouillent à un moment crucial où l'expertise française en ingénierie ou en technologie par exemple, mais il n'y a pas que. En tout cas, l'expertise française de façon générale, qui est reconnue dans le monde entier, la France et l'Afrique se brouillent à un moment où l'expertise française hein, aurait pu jouer un rôle majeur en Afrique, au moment où l'Afrique lance de très gros projets d'envergure continentale. Alors, je vais vous prendre deux exemples de ces projets-là. Vous avez celui-là, par exemple, le projet de la ZLECAf, donc pour Zone de libre-échange continentale africaine, donc le projet de la ZLECAf. Ce projet est très ambitieux parce que le FMI considère que ce projet en gestation, lorsqu'il sera totalement déployé, va faire de l'Afrique le plus grand espace économique au monde, à la fois par le nombre de consommateurs qui représente, d'abord en termes de nombre de pays qui sont impliqués, et aussi en termes de nombre de populations, puisqu'il s'agit quand même de près d'1,5 milliard de consommateurs potentiels. Et on considère que ce marché pourrait rapporter à l'Afrique des revenus à hauteur de 450 milliards de dollars. Vous voyez, c'est assez important, et que ce marché pourrait permettre à 30 millions pourrait permettre de sortir de l'extrême pauvreté 30 millions de personnes. Vous voyez, il y a des vrais enjeux. Il y a des vrais enjeux autour de ce projet. Et on se dit, c'est dommage parce que ces projets vont nécessiter des investissements en infrastructures routières, ferroviaires, des domaines dans lesquels l'expertise française est reconnue dans le monde entier. La France l'a fait pour Taïwan, pour l'Italie, pour la Chine, pour le Japon, le Brésil et tant d'autres pays qui l'ont sollicité lorsqu'ils avaient besoin de développer leur système de train à grande vitesse. Et l'Afrique va rentrer dans une phase où elle aura besoin de l'expertise de tout le monde et elle s'autorise à exclure parmi ses partenaires un pays qui a une expertise qui est reconnue
de façon certaine par les plus grandes économies du monde. On peut le regretter, légitimement se dire, c'est quand même dommage que ça arrive au moment où on aurait pu imaginer que la France et l'Afrique pourraient vraiment coopérer et mettre en place des coopérations plus utiles, plus intéressantes. D'autant que la France a été pionnière aussi pendant la colonisation dans les projets transcontinentaux. Parce que ne faut pas oublier quand même que Citroën avait conçu et initié des autochenilles qui avaient à l'époque où il n'y avait pas de route en Afrique, qui pouvaient tout à fait s'adapter à la fois dans l'environnement du désert, traverser les dunes du désert, jusqu'en Afrique du Sud, traverser les forêts équatoriales et jusqu'en Afrique australe. Vous voyez, on peut le regretter qu'au moment où l'Afrique va entrer dans une phase vraiment intéressante en termes de développement et décoller son économie, la France risque d'être absente ou handicapée en tout cas par rapport aux autres concurrents à cause de son histoire qui n'arrive pas du tout à régler. Voilà un exemple de projet qui fait qu'on regrette que ça arrive maintenant. La deuxième chose qu'on peut regretter, le deuxième projet qu'on peut regretter, c'est le grand projet aussi qu'on appelle CAB, hein, c'est pour le Central African Backbone. Backbone, c'est l'os, hein, on va dire, c'est l'os dorsal, on va dire l'épine dorsale. L'épine dorsale, c'est en lien avec tout le grand projet de télécommunications de fibre optique dans le haut débit en Afrique. Hein. Si vous regardez sur la carte, vous avez ici par exemple l'état de voilà de la fibre optique dans le monde. Hein. Vous voyez que le monde entier est presque encerclé par ces câbles qui traversent qui longent les océans, les mers et qui traversent les continents. Donc la particularité de l'Afrique, c'est que dans chaque pays, les villes ne sont pas nécessairement, donc les questions de connectivité font que les villes ne sont pas nécessairement liées entre elles, les connexions ne sont pas bonnes, je ne parle même pas de la situation des villages. Donc il fait que ce grand projet-là, qui va améliorer la connectivité entre les villes, entre les villages, développer l'économie numérique, les services, là aussi, comme le premier projet, hein, comme la SDCAF, ça va poser aussi des gros problèmes en termes d'investissement pour déployer ce projet. Encore une fois, on peut tout à fait le regretter que la France, qui aurait pu jouer un rôle très important dans cette économie, parte avec ces handicaps-là, parce que la relation est trop conflictuelle. Je dis, là, voilà, donc ça reprend bien le thème formulé ici, c'est-à-dire on peut éprouver alors même qu'on est d'accord avec tous les arguments de monsieur Basselma-Bazier et tous ceux qui, comme lui, défendent les intérêts souverains de l'Afrique, on peut quand même regretter que c'est dommage que la France ne prenne pas tous les moyens, toutes les mesures pour compétir, comme on dit en Afrique, en tout cas pour concourir comme avec les autres dans les meilleures conditions et apporter son expertise reconnue. En tout cas, ça c'est le premier regret. Le deuxième regret, c'est le fait que la francophonie, hein, l'espace francophone se morcelle et se fracture. Faut quand même, on ne peut pas négliger le fait, ce qui se passe dans le Sahel, le fait que les trois pays aient choisi de se regrouper autour de l'organisation AES, donc l'Alliance des États du Sahel. Donc, il faut quand même savoir que ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, représentent plus de 65 millions de personnes. Donc, plus de 5 millions de francophones. Ce n'est pas rien. Donc, quand les colères des uns poussent, la colère des uns à l'égard des autres, en tout cas à l'égard de la France, et même des pays africains, puisque dans le discours de M. Basselma, les pics ne sont pas seulement dressés contre la France, mais aussi contre les dirigeants africains. Et c'est dommage parce que là aussi, le regret, c'est que la francophonie, l'espace francophone se fracture au moment où les grands équilibres se construisent dans le monde. Parce que le monde est de plus en plus, le contexte international est marqué de plus en plus par une sorte de multipolarité, notamment avec l'avènement des pays hybrides. Or, l'Afrique va se retrouver dans une posture où elle est complètement fragmentée, mais au sein même de la francophonie, qui aurait pu être, qui devrait, qui doit, en tout cas être un pôle fédérateur, l'affinité linguistique aidant.
Mais la francophonie va se retrouver affaiblie à cause de cette division. On peut le regretter. Là aussi, en tout cas, c'est mon deuxième regret. On regrette que la France ne soit pas en capacité d'apporter son expertise de façon sereine au moment où l'Afrique veut décoller. Deuxièmement, on regrette que la francophonie se fracture, se morcelle au moment où on pouvait, au moment où l'Afrique a plus que jamais besoin d'être unie et d'être soudée comme un bloc pour défendre ses propres intérêts et faire entendre la voix de ces combats. Et le troisième regret, c'est plus lié au type de discours, à la fois celui de M. Basselma, mais aussi tous les discours qui défendent les intérêts de l'Afrique dans un certain style. C'est-à-dire la posture anti-impérialiste fait faire des raccourcis ou des caricatures. Alors, on peut le voir à propos de la monnaie ou à propos de l'Occident, l'image que l'Occident, comment l'Occident est désigné dans ses discours. On vient par rapport à la monnaie. C'est-à-dire que, globalement, le discours tente à montrer que ce soit du point de vue, ce qu'on a vu avec les pays européens comme l'Italie, qui reprochait justement à la France de se servir de cette monnaie-là. L'accent sera plus mis sur le fait que le CFA est exclusivement un instrument néocolonialiste utilisé par les Français pour contrôler les anciennes colonies en Afrique. Alors, si on le dit, alors qu'est-ce qu'on dirait des autres pays qui utilisent par exemple des monnaies qui sont arrimées à des monnaies d'une ancienne puissance coloniale. Par exemple, le, en dehors de la francophonie, on a par exemple le cas du Libéria, du Mozambique ou d'autres pays qui utilisent le dollar, et pas seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres parties du monde. Par exemple, on a le Panama, l'Équateur qui utilisent le dollar. Alors, le Panama et l'Équateur, on peut dire, est-ce que leurs économies sont des modèles d'exemple? Mais on a quand même Singapour, qui est quand même une économie, une référence, puisqu'il fait partie des dragons d'Asie, qui utilise lui aussi le dollar. Vous voyez donc, je ne suis pas en train de dire parce que les autres le font, donc ça c'est un bien, mais je suis juste en train de dire, euh, on peut tout à fait considérer que c'est légitime que les pays africains demandent à avoir leur propre monnaie. C'est légitime comme ça se fait dans la majorité des pays du monde, avec des économies qui se respectent. Chaque économie qui a des ambitions pour son pays, pour son territoire, pour sa nation, doit avoir sa propre monnaie, ou à l'échelle continentale ou à l'échelle nationale. Ce débat est tout à fait légitime et compréhensible. En revanche, on peut tout à fait évoquer ces problèmes sans que ça soit inscrit dans un contexte de lutte contre l'impérialisme. Vous voyez, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on présente forcément la lutte contre le CFA comme une stratégie de la France néocolonialiste qui cherche à... Voilà, ce n'est pas l'Afrique francophone, n'est pas la seule zone au monde qui utilise une monnaie arrimée à une monnaie d'une puissance coloniale. Vous voyez, je vous ai donné des exemples qui montrent bien que ce n'est pas une exception spécifiquement de l'Afrique francophone. Donc ça, c'est le premier point qui montre bien qu'il y a le risque de pouvoir poser des problèmes, non pas en termes idéologiques, mais vraiment dans une perspective de résolution des problèmes économiques objectifs. Voyez. Donc le deuxième point qui illustre bien aussi ce risque de mélange ou de caricature, c'est la manière dont on parle de l'Occident. On a l'impression quand il dit les Occidents, ils nous ont fait, les Occidentaux, la puissance impérialiste, on a l'impression que quand on parle de l'Europe, que l'Europe, l'Occident en tout cas, serait un lieu où tous les peuples européens ou tous les peuples occidentaux penseraient de la même manière, un peu comme dans le roman Le meilleur du monde d'Aldous Huxley. Alors, l'histoire d'une société où on produit, on fabrique des humains en étant conditionnés d'accepter leurs conditions sociales, de penser de la même manière pour mieux contrôler les populations. Mais non, l'Occident ne fonctionne pas de cette manière-là, on le sait très bien. Donc on ne peut pas oublier quand même qu'au sein des nations occidentales, il y a des élus du peuple, comme le sénateur Pierre Laurent, dont on a déjà parlé à propos des stocks d'or, voilà, et qui montre bien que l'Occident n'est pas un bloc monolithique. Il y a encore d'autres personnalités plus connues encore comme Malraux, ou surtout Jean Jaurès, qui a pris fait et cause pour l'Afrique.
Donc, en des termes tout aussi virulents que la diatribe de M. Basselman, ou même à l'époque avant M. Basselman, qui dit à peu près la même chose que Thomas Sankara a pu dire, ou même Kwame Nkrumah à l'époque pour défendre les intérêts de l'Afrique. Vous voyez, mais sauf que eux, ils ne le font pas parce qu'ils seraient africains, ils le font pas pour un intérêt particulier, mais parce que le système colonial euh, leur paraissait une contradiction logique et morale. Voyez. Donc, une pratique qui contredit les valeurs humanistes, l'universalité du principe des libertés, méritait à leurs yeux d'être combattue. Ils l'ont fait. Et c'est important de savoir que cette France de Malraux, la France de Jaurès, la France de Pierre Laurent, la France de tous ceux qui ont lutté contre le système colonial, cette France elle existe toujours et elle est prête à rejoindre tous les combattants de liberté de l'Afrique. Vous voyez, il y a aussi en Occident des gens qui épousent la cause africaine et qui veulent que l'Afrique avance et se développe. Et ça, effectivement, c'est un regret que les discours qui défendent les causes nobles de l'Afrique cèdent à la facilité. Voilà, donc je résume tous les regrets. Donc, je regrette qu'au moment où l'Afrique met en place des projets d'envergure continentale susceptibles de faire décoller définitivement son économie, que à ce moment-là, elle pourrait faire le choix de se priver de l'expertise des puissances occidentales comme la France. Ça, c'est mon premier regret. Mon deuxième regret, c'est que l'Afrique francophone se morcelle au moment où elle a besoin de se constituer en bloc sur la scène internationale marquée une, euh, euh, par une multipolarité. Et mon troisième regret, c'est le fait que les revendications légitimes de nos peuples à la souveraineté glissent parfois vers la caricature et les raccourcis au nom d'une idéologie anti-impérialiste, comme je viens de dire. Alors, ces trois regrets, s'ils venaient vraiment à avoir le dernier mot de l'histoire, c'est-à-dire si tous ces regrets devaient aboutir au divorce définitif de la France avec l'Afrique, ben, l'histoire de la colonisation, pour moi, ça resterait comme quelque chose d'inachevé ou un double échec moral à la fois pour la France, pour les peuples de la France, pour les peuples d'Afrique et la France. Bon, un échec ou un échec moral pour la France, pourquoi? Parce que la Grèce, la Rome antique ont disparu, mais les peuples européens, hein, qui avaient jadis été colonisés par les Romains, ils sont devenus des fiers héritiers de l'Empire romain. Regardez les villes, les plans en damier des villes occidentales, ils le doivent à la Grèce. Regardez leur constitution, ils les doivent au droit romain. Ils doivent tellement de choses à ceux qui ont été autrefois leurs bourreaux. Mais du coup, la conscience, l'échec vient du fait, en tout cas pour la France, ou de l'Europe de façon générale, l'Occident, vient du fait que derrière cette crise, en fait, la vraie question qui se pose derrière cette crise, c'est qu'est-ce que la France, je peux même à la place de la France, je peux mettre l'Occident, qu'est-ce que la France doit laisser comme héritage de sa grandeur pour la postérité en Afrique. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très important. Si je prends le cas de la France, après la Révolution, la France avait été admirée plus ou moins dans le monde entier, au point que Hegel, le grand philosophe, jeune, quand il voit Napoléon passer à Iéna sur son cheval, il s'exclame en disant j'ai vu l'absolu, j'ai vu l'absolu, j'ai vu l'esprit. L'homme qui a donné sens à la Révolution et qui a incarné la Révolution, voilà, quand on le voit, on avait l'impression que les peuples d'Europe et d'ailleurs, parce que la Révolution française n'a pas seulement influencé les peuples européens, vous allez en Amérique, vous allez Sicile, la Marseillaise a été plus ou moins recyclée, adaptée aux hymnes de plusieurs pays. Vous voyez donc, c'est important de réfléchir sur l'héritage pour la postérité. Qu'est-ce que la France veut laisser de grand comme héritage pour la postérité en pensant à tout ce qu'est, à la, à la fascination qu'a suscité l'idéal révolutionnaire dans le monde. Un pays qui a eu un si grand idéal et qui a donné du rêve aux autres nations, qui a donné envie aux autres nations de lutter pour la liberté, de changer leur constitution et leur régime, qui a tant fait rêver les autres, ne peut pas laisser derrière lui
insipiteux héritage qu'est la colonisation, qui contredit ses valeurs et qui contredit sa grandeur. Donc c'est un devoir là, pour la France d'aller corriger ce passé en Afrique. Ce serait aussi, si vraiment il ne se passait rien entre l'Afrique et la France, ce serait aussi un échec pour l'Afrique en tout cas. On aurait l'impression que l'Afrique ne se serait pas appliquée elle-même sa sagesse. Et que dit sa sagesse? Par exemple, il y a un proverbe gabonais qui dit que si pendant que vous prenez un bain dans une rivière, étant entendu ici que les proverbes renvoient à une époque où les gens euh, n'avaient pas d'autre maillot de bain que la tenue d'Adam quand ils se baignaient dans la nature. Donc si pendant que vous prenez votre bain dans une rivière, il survient un fou qui dérobe vos vêtements et vous invite à le poursuivre. Alors si vous sortez de l'eau et courez à sa suite en tenue d'Adam jusqu'au village, eh bien les gens, les villageois, diront qu'ils ont vu deux fous courir. Le premier, lui, c'était le vrai fou, le premier, lui, était encore habillé, tandis que le second, c'est-à-dire vous, il était complètement fou. Voilà, c'est vous qui allez devenir plus fou que le premier, parce que vous avez accepté de sortir de l'eau et aller poursuivre le fou. Donc du coup, la question pour l'Afrique, quand je dis que ça serait un échec, c'est-à-dire la question serait, faut-il devenir plus fou, hein, au motif que l'Occident a ôté les vêtements à nos ancêtres autrefois, quitte à oublier que nous avons désormais tant en commun. Nous avons tant en commun. Faut-il devenir fou pour autant? Vous voyez, ça c'est une question, c'est pour cette raison que je considère que si rien ne se fait, si la grandeur d'âme des uns et des autres n'est pas telle que la plaie de la colonisation trouve des vraies propositions, des vraies solutions, ça sera un échec pour nous tous, pour l'Afrique et pour la France. D'autant que dans la dernière vidéo, on avait vu qu'il y avait tellement de choses en commun, un espace géographique commun, puisque la France a des territoires en Afrique, je le rappelle, que nous avons une langue commune, que nous avons 10% de la population française qui est d'origine africaine ou de descendance africaine, et voilà, et que l'Afrique représentait 48% de l'immigration française. Donc tout ceci fait que nous avons un peu le devoir moral de susciter un peu de susciter au sein de nos peuples des acteurs de réconciliation autour des projets communs. Voilà, c'est sur ce double défi moral que je voudrais terminer cette vidéo. Je me plais à penser que la crise de la relation franco-africaine a en définitive quelque chose du genre tragique, du genre littéraire tragique, de la tragédie. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose du dilemme cornélien dans le Cid. Donc, partagé entre l'honneur et l'amour, Rodrigue est condamné à affronter le père de Chimène dans un duel mortel qui, en lavant l'honneur de son père humilié, ferait de lui en même temps le meurtrier dont Chimène, son amoureuse, pourrait vouloir se venger. Tel est en quelque sorte le dilemme cornélien qui se joue entre la France et les pays francophones d'Afrique. Il leur faut solder l'héritage des humiliations du passé colonial et arriver, comme Rodrigue et Chimène, à bâtir une nouvelle relation sur les fronts des défis économiques. On verra dans la prochaine vidéo à quoi pourrait ressembler le dénouement de cette nouvelle diplomatie tant attendue que Emmanuel Macron a décliné dans son discours à Ouagadougou et qui est sans aucun doute le discours d'un dirigeant français que l'Afrique aurait voulu entendre depuis le discours de Brazzaville du général de Gaulle en 1958. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de ce discours d'Emmanuel Macron qui ouvre des perspectives larges de coopération entre la France et l'Afrique. À très bientôt.